Bonjour à tous, vous êtes déjà nombreux à être connectés, est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez utiliser le chat pour nous dire que tout est OK. Ouais, super, merci Lionel. Bonjour. Merci Alexandre, bonjour à tous, bienvenue. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Bonjour. A priori, nous n'avons pas de problème technique, c'est une très bonne nouvelle. Merci de me le confirmer. Super, vous êtes déjà 180 connectés. Vous étiez plus de 600 inscrits, donc on vous propose d'attendre peut-être jusqu'à 17h, un petit peu passé pour être sûr qu'un maximum de personnes soient avec nous avant de lancer. Pour vous dire quelques mots déjà sur ce format, donc c'est la 5e édition du baromètre du crowdfunding immobilier. On est très très heureux que vous nous ayez rejoints pour notre premier format version totalement numérique et complètement en ligne au vu du contexte. Nous sommes sur un outil qui s'appelle Livestorm, qui est plutôt extrêmement bien conçu. Donc, on va peut-être passer en revue ensemble comment il fonctionne. Sur la partie centrale, vous allez donc voir la présentation que Jérémy et Pierre, je vais vous présenter dans quelques instants, vont vous présenter, donc avec les chiffres du baromètre du crowdfunding immobilier 2020. Et puis sur la partie de droite, vous avez deux onglets. Le premier, c'est le chat sur lequel nous sommes donc tous en train d'échanger. Merci à tous d'ailleurs pour vos messages. Et le deuxième onglet qui est la partie questions sur laquelle on vous invite à poser évidemment toutes vos questions. Le format qu'on vous propose aujourd'hui, on va passer 30-35 minutes sur les chiffres avec Pierre et Jérémy et ensuite on aura 20-25 minutes pour répondre aux questions effectivement que vous nous aurez posées. Vous avez la possibilité pour chaque question de pouvoir voter. Donc, vous pouvez voter pour les questions des autres et de notre côté avec Anthony, vous ne voyez pas qui est dans les coulisses, nous regarderons effectivement les questions qui ont récolté le plus de votes pour que Pierre et Jérémy répondent en priorité. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Avec Anthony, on va vous répondre pour que ce soit le plus fluide et le plus facile pour vous de suivre cette présentation. Okay, nous sommes quasiment à 200 participants. C'est super. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés depuis quelques minutes. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes près de 300 à être déjà connectés, donc c'est super. Je pense que d'autres arriveront en cours de route. Pierre, Jérémy, tout est bon pour vous? On peut commencer? Oui. Super.
Donc, je vais vous présenter les deux animateurs de cette édition. Et puis déjà, je vais vous faire un petit mot, puisque je pense que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis Déborah, je suis directrice marketing. Mon rôle aujourd'hui va être effectivement d'animer cet événement pour que ce soit le plus clair entre les deux phases dont je vous ai parlé. Donc, la première qui va être la présentation vraiment des chiffres par Jérémy et Pierre. Et puis la seconde qui sera les questions-réponses, donc vos questions et les réponses de Pierre et Jérémy. Je vous présente donc Jérémy Benboussa et Pierre Andreniette, que vous avez sans doute déjà rencontré, peut-être lu aussi dans nos différentes communications. Jérémy est le président du directoire de Fundimo, mais aussi président de l'association FPF, qui est l'association Financement Participatif France, qui est une association qui a pour mission de promouvoir les nouvelles formes de finance. Pierre Andreniette est notre directeur des relations investisseurs chez Fundimo. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Jérémy, je te laisse du coup la parole pour commencer la présentation des chiffres. Merci beaucoup, Déborah. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la 3e année consécutive dans le cadre d'une célébration, d'une présentation générale des chiffres de notre baromètre du crowdfunding immobilier. L'année 2020 a été une année évidemment toute particulière pour tout le monde. Pour le crowdfunding immobilier, elle s'inscrit pour la première fois dans une période de crise, la première crise économique que doit traverser le secteur du crowdfunding immobilier, après 5 années de 2015 à 2019, durant lesquelles le marché s'est développé dans une période d'expansion économique. Nous verrons dans un premier temps quel a été l'impact de cette année 2020 en termes d'activité à la fois sur la collecte et les remboursements des plateformes. Pierre, je laisserai ensuite la main à Pierre pour revenir en détail sur les évolutions concernant le placement. Vous verrez que l'année 2020 laisse place à quelques surprises au niveau de certains chiffres, vous verrez. Et puis en conclusion, nous essaierons à la fois de dresser un bilan synthétique de l'année et puis de nous pencher sur l'année 2021 qui s'annonce tout aussi turbulente d'un point de vue économique et sanitaire. Avant de démarrer sur les chiffres, peut-être rappeler quelques éléments clés de ce baromètre et du crowdfunding immobilier. Donc le crowdfunding immobilier, pour revenir à la genèse et comprendre vraiment en quoi il consiste, c'est une activité de financement des fonds propres, des promoteurs et des marchands de biens de l'immobilier. Le crowdfunding immobilier consiste à faire financer une partie des apports nécessaires au lancement de leurs opérations pour les professionnels de l'immobilier par le grand public. Nous rapprochons deux mondes qui ne se parlaient quasiment pas avant l'avènement de ce type de financement en France, à savoir le retail, l'investisseur grand public qui peut venir placer à partir de 1 000 € dans la très grande majorité des cas sur les plateformes, et les professionnels de l'immobilier qui profitent d'un nouveau mode de financement de leurs fonds propres, qui, pour ainsi dire, est un mode de modernisation, de digitalisation d'un métier ancien. Le financement des fonds propres des promoteurs a toujours existé dans des formes anciennes, que ce soit à travers des tours de table d'associés qui prenaient place et directement étaient associés au capital de l'opération, ou des fonds un peu plus spécialisés qui accompagnaient les promoteurs dans le développement de leurs opérations. On est sur un cas effectivement de désintermédiation, puisque l'investisseur peut de lui-même venir sur la plateforme, choisir de réaliser son portefeuille en fonction des projets, qu'ils soient résidentiels ou en immobilier tertiaire, qui lui conviennent et qui répondent à sa stratégie. Alors, qui est Fundimo ? Fundimo a effectivement grossi avec le temps et l'évolution du marché. Nous avons été la première plateforme à obtenir un statut de CIP sur une activité entièrement dédiée à l'immobilier au premier semestre 2015. Nous sommes devenus avec le temps l'un des acteurs de référence sur le marché du financement participatif français. Nous avons collecté en l'espace de 5 ans près de 120 millions d'euros de financement, avec une croissance qui a été en particulier sur l'année 2020 supérieure à la moyenne du marché. Et puis, vous le savez
peut-être, nous faisons partie depuis l'été 2019 du groupe Atland, qui est un opérateur immobilier global français. Et à ce jour, nous sommes le seul acteur qui est dans son giron un professionnel de l'immobilier qui soit qualifié comme acteur. Une revue de la méthodologie peut-être du baromètre avant de passer aux chiffres. Déborah le mentionnait dans son introduction, c'est la 5e parution de ce baromètre du crowdfunding immobilier qui est devenu une référence sur le marché. Beaucoup de journalistes et quelques acteurs des milieux économiques attendent cette publication annuelle. Depuis le premier semestre 2016, nous sommes nous avons constitué la seule base exhaustive du marché qui tient compte à la fois de sa collecte et de ses remboursements, et donc d'un suivi de projet qui est détaillé, qui tient aussi, grâce à une rencontre qui est celle de Laurent Altmeyer, qui a fondé le site Hello Crowdfunding, qui est devenu, en l'espace de quelques années, une référence sur le suivi quotidien des opérations crowdfunding, aussi bien pour les promoteurs, pour les investisseurs, pour les banquiers, qui sont toutes des parties prenantes dans les métiers de la promotion immobilière aujourd'hui en France. C'est un baromètre que nous publions chaque semestre, donc depuis le premier semestre 2016. Le baromètre de l'année 2020 est le 5e baromètre annuel et le 11e baromètre semestriel que nous allons publier. Évidemment, ce baromètre est lié à une veille quotidienne des plateformes, aussi bien des nouvelles plateformes qui apparaissent sur ce marché, des plateformes qui se sont développées, des plateformes qui ont, pour certaines, abandonné le créneau de l'immobilier, tout en se basant sur des données publiques, réglementées par les plateformes, et des données donc, qui sont complètes depuis janvier 2016. Enfin, le périmètre de l'étude, c'est le financement des opérateurs immobiliers d'un point de vue fonds propres, donc de la promotion immobilière au sens large, qui inclut les promoteurs, les marchands de biens et les aménageurs fonciers. Et bien sûr, l'étude inclut les plateformes qui sont régulées par l'autorité des marchés financiers ou la CPR. Nous ne notons plus aujourd'hui de plateformes qui agissent au-delà sans être agréées par les autorités. Donc voilà sur la méthodologie. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux premiers éléments chiffrés post-2020, de l'année 2020. Sur la collecte, donc, on avait anticipé il y a un an, janvier 2020, que la collecte sur l'année 2020 dépasserait le demi-milliard. On y est arrivé, donc c'est une prévision qui a été relevée. Donc, la collecte est passée en un an de 373 millions à 505 millions d'euros collectés. Nous arrivons petit à petit nous passons d'un paradigme où la collecte se comptait en millions ou centaines de millions, où petit à petit, le référentiel devient le milliard. Donc, un marché de la collecte qui est résilient, et parallèlement à cela, des remboursements qui ont continué de croître puisqu'ils ont cru de 75 millions, passant de 103 à 180 millions d'euros sur 2020. Et l'élément clé ici, et je le détaillerai un peu plus tard, c'est que le montant, la croissance annuelle des remboursements de 2020 a été similaire à la croissance annuelle de la collecte sur les années N-1 et N-2, 2019-2018. Donc, des éléments très encourageants pour un rendement qui, au final, a cru très légèrement de 0,1 point à 9,3%, pas 9,3 millions, 9,3%, qui en fait vient marquer une stabilisation petit à petit des taux du crowdfunding autour de 9% depuis quelques années à présent. Si on entre un peu plus dans le détail de l'évolution de la collecte, donc 505 millions d'euros collectés, donc plus 35% par rapport aux années précédentes, par rapport à 2019. C'est une croissance qui est inférieure à la croissance annuelle moyenne qu'on enregistrait entre 2016 et 2019, où nous étions plutôt sur une croissance annuelle moyenne de 80%, même une croissance de 100% entre 2018 et 2019. Un point malgré tout important, c'est 505 millions d'euros représentent 40% des sommes qui ont été collectées dans l'histoire du crowdfunding immobilier en France depuis son lancement.
Donc, une année, je dirais, d'activité significative où seulement, à notre sens, 10% du potentiel de marché a été adressé par les plateformes, ce qui signifie que le potentiel de financement reste encore très significatif pour les acteurs. Alors, cette croissance, elle peut s'expliquer malgré le contexte, tout d'abord par un engouement accéléré des opérateurs dans un contexte d'allongement global de la durée de leurs opérations. Et qui dit opération dont la durée allonge dit fonds propres immobilisés plus longtemps, donc un besoin de à la fois constituer un matelas de fonds propres nécessaires pour aller se positionner sur de nouvelles opérations, mais également pouvoir tout simplement avoir cette capacité à refinancer parce que des opérations durent plus longtemps. Et puis, parallèlement à cela, effectivement, un resserrement des conditions d'octroi des crédits, notamment par les banques, tout aussi pour les particuliers que pour les professionnels. Et donc, en particulier, une exigence d'apport en fonds propres par les banques supérieure en 2020. On est passé d'une moyenne de 10% à une moyenne qui tourne autour de 13 à 15%. Donc, qui dit hausse des exigences de fonds propres des promoteurs, dit mécaniquement des besoins supérieurs à adresser pour les plateformes et un montant moyen, comme vous le verrez plus tard, un montant moyen par collecte qui a progressé. Enfin, juste pour terminer, à fin 2020, ce sont 1,220 milliard d'euros qui ont été collectés sur l'ensemble de notre marché depuis 2016. Le nombre de projets, comme vous le voyez, a lui aussi augmenté, mais de manière très peu significative par rapport aux années précédentes. On tournait à une moyenne de 60% de croissance. On est cette année à 8%. Le montant moyen est passé de 689 000 euros par collecte à 857 000 euros. Pierre détaillera cela un peu plus tard. Pourquoi des éléments indicatifs? Pourquoi une hausse? Comme je vous le disais, un montant, un besoin par projet supérieur à la période d'avant Covid, et également l'effet de la loi Pacte que nous n'avions pas encore senti fin 2019, que nous avons commencé à sentir en 2020 et qui a permis à des plateformes de lever jusqu'à 8 millions d'euros contre 2,5 millions les années précédentes. Et un chiffre important, grâce à la loi Pacte, ce sont plus de 75 millions d'euros qui ont été levés sur des projets dont la collecte se situe entre 5 et 8 millions d'euros. Donc 75 millions, ça représente 15% du marché qui a été généré grâce au surplus permis par la loi Pacte. Niveau promoteur immobilier, là aussi une démocratisation croissante puisque 785 promoteurs ont fait appel au crowdfunding immobilier depuis 2016. À titre de comparaison, on était à 500 promoteurs à fin 2019. Autrement dit, 285 nouveaux promoteurs ont fait appel au crowdfunding en 2020. Ça correspond à une hausse de 57% du nombre d'opérateurs qui ont fait appel au crowdfunding, et cela malgré un arrêt total de l'activité des chantiers, notamment sur la période du premier confinement pendant 2 mois, entre les mois de mars et avril en particulier. Avant de passer à la répartition de la collecte et du marché, un dernier point sur une évolution dont on faisait témoignage déjà il y a 1 an, c'est la représentation croissante des opérations de marchand de biens qui sont passées de 23% à fin 2019 à quasiment 39% à fin 2020. À notre sens, il y a 2 analyses. Ce sont des opérations qui sont déjà plus accessibles pour les opérateurs dans un contexte politique difficile, lié évidemment aux municipales décalées, aux permis de construire qui n'ont pas pu être accordés ou alors à l'arrivée dans certaines grandes villes, à l'arrivée dans certaines mairies de grandes villes, de maires écologistes qui ont pour certains gelé des opérations qui étaient prévues. Et puis l'autre analyse, elle est de dire on est dans un environnement où les opérations sont plus longues à sortir. Les opérations marchands de biens permettent de faire tourner plus rapidement les fonds propres et sont plus rapides à déboucler. Et donc, ça permet de générer une marge de manière plus rapide en prenant un peu moins de risques
qu'une opération immobilier neuf classique. Sur les acteurs, donc, la collecte en 2020 amène des éléments très encourageants déjà en termes de consolidation du marché, du business model des plateformes, et en particulier pour Fundimo. Très peu de plateformes sur ce marché ont vu leur collecte stagner ou reculer en 2020. On note déjà une stabilisation du nombre d'acteurs, donc un marché qui arrive sur une taille mature en termes de nombre d'acteurs, et surtout des acteurs qui ont consolidé leur collecte en la voyant grossir de manière significative, puisque l'an dernier, nous étions à 5 acteurs qui avaient généré plus de 30 millions d'euros de collecte en 2019. En 2020, un 6e acteur est venu se greffer et un 7e arrive quasiment à ces 30 millions d'euros. Ces 6 premiers acteurs, dont 5 qui sont des acteurs historiques et de référence du marché, ont en moyenne collecté quasiment 62 millions d'euros sur la collecte, et on représente quasiment 3/4 de la collecte annuelle, donc des éléments de concentration qui se confirment d'année en année. Il y a 4 plateformes qui ont collecté entre 10 et 30 millions d'euros, des plateformes qui, pour la plupart, sont soit à cheval entre l'immobilier et d'autres secteurs, soit des plateformes plutôt localisées avec une stratégie plutôt régionale. 14 plateformes ont levé entre 1 et 10 millions d'euros et représentent à elles toutes quasiment 11% de part de marché. Et puis 4 plateformes qui ont pu ici ou là réaliser un ou quelques projets, financer un ou quelques projets en immobilier, pour projets d'immobilier. Donc, une année de consolidation où 15 plateformes ont collecté au moins 5 millions d'euros contre 11 en 2019, et où les acteurs majeurs, donc les 5 historiques plus le 6e, ont vu leur collecte progresser en moyenne de 20% versus l'année 2019, et où les plus petits acteurs ont su trouver les débouchés nécessaires pour à la fois stabiliser leur activité et renforcer, je dirais, assurer leur développement et assurer la pérennité de leur modèle. Donc, c'est dans ce contexte fort que l'année 2020, de l'année 2020, que les plateformes ont pu réellement consolider leur modèle. Alors, je vais passer au remboursement avec des éléments là aussi très encourageants. Le premier élément important, il est de constater vraiment qu'on est en 2020 sur une croissance des remboursements qui est calquée sur la croissance de la collecte jusqu'en année 2019. En 2020, si l'on compare, il y a eu 180 millions d'euros collectés. À titre de comparaison, 180 millions d'euros ont été remboursés en 2020. Et à titre de comparaison, 185 millions d'euros avaient été collectés l'année 2018. Sachant qu'il existe évidemment un décalage moyen de 21 mois entre ce qui est collecté en année N-2 et ce qui est remboursé en année N, on peut quasiment dire que ce qui a été collecté en année 2018 a été remboursé en année 2020. Donc, a priori, assez peu d'impact sur les portefeuilles par rapport, évidemment, à la crise que nous avons connue en 2020. En moyenne, à fin 2020, ce sont 800 projets qui ont été remboursés dans leur totalité depuis 2016 sur 1830 projets qui ont été financés. C'est-à-dire concrètement 45% des projets qui ont été financés en crowdfunding depuis 2016 ont été remboursés. Si je vais un peu plus loin dans l'analyse, la collecte 2019 plus 2020 représente 55% des encours, des sommes qui ont été collectées sur la totalité du marché. Et parallèlement, on voit que 45% des sommes qui ont été collectées ont été remboursées. Donc concrètement, à fin 2018, la très grande majorité des projets qui ont été collectés jusqu'à cette date-là ont été remboursés. Donc c'est une bonne nouvelle, sachant qu'en moyenne, ce sont 580 000 euros qui ont été versés aux investisseurs en 2020, contre 470 000 euros en 2019, donc une croissance de 23% du montant moyen, qui était par ailleurs la croissance du montant moyen
entre 2017 et 2018. À titre de comparaison, juste pour terminer, je sais que ce sont des éléments qui peuvent être très chiffrés, mais en 2018, la collecte moyenne était de 535 000 euros. En 2020, on a remboursé en moyenne 580 000 euros. Donc, si on fait capital plus intérêt, si on fait le calcul là, on se rend compte que ces chiffres sont plutôt cohérents. Donc, à ce jour, j'ai envie de vous dire, l'impact de la crise du Covid-19 n'est pas encore perceptible, en tout cas ne se perçoit pas sur le portefeuille global des projets financés par le crowdfunding immobilier. Et les chiffres que je vais vous montrer tout de suite semblent en attester. Donc, nous sommes sur des taux de retard et taux de défaut, taux de retard de moins de 6 mois ou de plus de 6 mois qui sont en baisse par rapport à la clôture de 2019. Cette baisse générale a les caractéristiques suivantes. Ce sont 102 projets à fin 2020 qui sont en retard de moins de 6 mois. Ce sont 126 projets qui ont un retard de plus de 6 mois. Et aucun nouveau défaut de remboursement n'a été avéré au 31 décembre 2020. J'y reviendrai puisque un défaut a été avéré au tout début de l'année 2021, mais il sera du coup intégré sur les chiffres de notre année. Alors, ces chiffres peuvent paraître surprenants. On est dans un contexte économique très, très difficile et pourtant les chiffres à la clôture de 2020 montrent une amélioration assez significative de la qualité des portefeuilles en crowdfunding immobilier. Alors, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, c'est la résultante de ce que je vous disais il y a quelques minutes, à savoir une croissance des remboursements en ligne avec les montants collectés lors des années 2017-2018, alors que la collecte a continué de progresser de manière significative en 2018, en 2019 et 2020. Et du coup, le poids relatif des projets en retard ou en défaut a baissé dans le total des financements et des encours. À fin 2020, les encours gérés par les plateformes de crowdfunding immobilier s'élèvent donc à 880 millions d'euros, soit exactement, comme je vous le disais, la somme, ce qui a été collecté entre 2019 et 2020, puisque, donc, pour rappel, 373 millions avaient été collectés en 2019, plus 505 millions d'euros, on arrive à un total de 878 millions d'euros. Le décalage de 20 mois en moyenne entre la collecte et le remboursement fait que donc les projets de 2018 ont été remboursés et du coup les projets qui ont été financés entre 2018 et 2019 avant crise ne seront remboursés qu'en 2021, qu'au S2 2021 et en 2022. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons véritablement évaluer, mesurer l'impact de la crise du Covid sur les portefeuilles en crowdfunding immobilier. Par ailleurs, on a pu observer un autre phénomène qui est arrivé aux deux extrémités de l'année 2020, au premier trimestre et au quatrième trimestre. C'est une accélération du nombre de projets qui ont été remboursés par anticipation. Ça peut paraître surprenant, mais au premier trimestre 2020, le contexte économique porteur faisait que globalement, les opérations se débouclaient rapidement et souvent avant la date. Au quatrième trimestre, on est dans un contexte économique totalement différent, mais on est dans un contexte où certains opérateurs ont pu boucler leur opération ou ont pu trouver une voie alternative de financement et rembourser une ligne du crowdfunding qui, par ailleurs, coûte assez cher dans les bilans et ainsi permettre aux opérateurs de préserver un certain niveau de marge. On estime que sur les 310 projets qui ont été remboursés sur l'année 2020, ce sont environ 50 projets, donc c'est-à-dire grosso modo 15% des projets qui ont été remboursés par anticipation. Donc, en synthèse, les éléments clés sont effectivement des taux de retard de moins de 6 mois, de plus de 6 mois qui baissent, un taux de défaut qui frôle les 0%, des éléments qui montrent une résilience du marché, montrent qu'après 5 années, le crowdfunding reste un placement performant, mais un placement pour lequel, effectivement, nous devrions expérimenter une remontée de ces taux-là, une fois que nous aurons pris la pleine mesure
de l'impact de la crise sur l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui sous gestion par les plateformes. Je laisse la parole à Pierre qui va revenir en détail sur la typologie des projets, la géographie, puis le placement type. Pierre, on t'écoute. Merci Jérémy, merci pour à ce jour en tout cas, très bonnes nouvelles au vu de ces chiffres. Bonjour à tous, j'ai vu d'ailleurs beaucoup de noms qui me sont connus, donc merci d'être au rendez-vous. Donc effectivement, comme Jérémy l'a dit, on va voir la typologie des projets en cette année 2020, à la fois d'abord sur une partie sectorielle, puis sur une partie géographique. Et à la suite de ça, on verra quel est le placement type, comme tous les ans, du crowdfunding immobilier en France. Alors, donc, vous le voyez d'ailleurs sur le graphique, ça saute aux yeux. On est sur un marché qui reste nettement orienté vers le résidentiel en 2020. Alors pour plusieurs raisons. La première, évidemment, elle est historique. Le marché du résidentiel était déjà majoritaire les années précédentes dans notre baromètre. On l'avait déjà constaté. Et une autre raison qui, en 2020, est très importante, c'est que le marché du résidentiel était peut-être le marché qui est le plus résilient en 2020, notamment dû à la crise, et qui répondait en plus aux critères de financement qui renforçaient des plateformes de crowdfunding immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté au vu des projets qu'il y avait d'abord un critère qui est très important pour vous, investisseurs, une pré-commercialisation qui était de plus en plus significative et en hausse par rapport à 2019, notamment à cause des exigences accrues des banques sur ce critère. D'autre part, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, on constate que c'est un marché, le résidentiel, qui a laissé une part à l'ancien par rapport au neuf plus importante et qui a progressé sur les plateformes de financement participatif. Comme l'a dit Jérémy, 39% des opérations de marchands de biens ont été quasiment toutes sur du résidentiel. 39% 39% des opérations de marchands de biens 100% des opérations de marchands de biens qui représentent 39% des opérations de financement participatif ont été concentrées sur le résidentiel. Il faut rappeler également que, au vu du contexte, il y a eu un besoin en logement en France et qui a été accru et que le logement qui reste de toute façon largement la typologie d'actifs qui est plébiscitée par les acquéreurs et les promoteurs aujourd'hui. Toutes ces raisons expliquent que le résidentiel soit resté presque à 80% le marché le plus présent dans notre secteur. Évidemment, on va parler du commerce et du bureau qui reste largement minoritaire par rapport au résidentiel, mais qui reste présent. On s'en doutait au cours de l'année 2020 dû à la crise. Ce sont deux secteurs qui ont été les plus impactés et qui ont été évidemment beaucoup plus tenus à l'écart par les plateformes parce qu'elles ont moins répondu, ces deux secteurs ont moins répondu en fait aux critères renforcés des plateformes pour la simple bonne raison qu'il y a d'abord une grande difficulté au niveau de la précommercialisation et de la prélocation, notamment pour les bureaux. Là, on parle de BFA avant le lancement de ces opérations. Et aujourd'hui, c'est un des critères qui est vraiment important sur ce type d'actifs. Donc, des difficultés pour trouver des investisseurs sur ces marchés. Et donc, les plateformes se sont largement tenues à l'écart de cette typologie d'actifs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas d'opérations en commerce et en bureau sortir même au cours de l'année 2021. C'est simplement que ces opérations se verront plus rares et avec des critères qui sont un peu plus drastiques au niveau de la sélection. La petite nouvelle en 2020, alors on aurait pu les classer dans le résidentiel, mais c'est quand même une nouvelle typologie d'actifs qui rentre dans le baromètre. C'est les projets de type résidence senior et étudiante, ainsi que le co-living qui représente à peu près 5% de la collecte au cours de cette année pour un montant de 23 millions d'euros. C'était la petite nouveauté sur la partie sectorielle. Si on présente maintenant la partie géographique, si je puis dire, on se rend compte évidemment comme l'année précédente qu'il y a une polarisation de la collecte sur l'Île-de-France qui est très forte. Pas seulement évidemment, il y a deux autres grosses régions
comme l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA qui sont très présentes également. Alors, pourquoi l'Île-de-France polarise autant d'activités? J'allais dire comme en 2019. Les années précédentes étaient moins marquées de ce point de vue-là, parce que l'Île-de-France, il y a évidemment pas forcément, mais en tout cas, il y a des plus gros opérateurs, un bassin d'activité potentiel qui est significatif pour des opérateurs régionaux qui sont déjà impactés par l'arrivée de maires écologistes ou post-élection municipale en province, parce que ça n'a pas été le cas à Paris. Et en plus, une forte concentration sur cette région des opérations de marchand de biens, comme on vient de le citer juste avant, qui représentent 39% du total de la collecte. Et les opérations de marchand de biens sont principalement dans Paris ou première couronne parisienne aujourd'hui. Il y a un petit point d'attention quand même quand vous regardez cette répartition géographique, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine qui est en fait une région qui est historiquement, au niveau du crowdfunding immobilier, qui est historique. C'était une des premières régions à en faire et qui a vu sa collecte très fortement baisser. Et on l'estime en tout cas aujourd'hui à une pression foncière qui est assez forte dans la région bordelaise due aux élections municipales. Et donc, ce marché, c'est une des rares régions avec le Grand Est à avoir une collecte moins importante que l'année dernière. Et là, on arrive à notre rendez-vous annuel du placement type du crowdfunding immobilier. Comme tous les ans, les chiffres. Donc, c'est un produit… alors, le chiffre que Jérémy l'a introduit tout à l'heure, la grande surprise en fait pour 2020, c'est évidemment le nombre moyen d'investisseurs par collecte. Vous voyez qu'il n'a pas baissé, on pourrait dire qu'il a chuté, on voit moins 58% par rapport à 2019. C'est un chiffre qui est assez important, donc ça a été une grosse surprise. Une surprise, évidemment, mais alors après on s'y attendait un petit peu parce qu'on l'a constaté au fur et à mesure de l'année 2020, et moi le premier, qu'il y avait un nombre d'investisseurs moins important en fait au niveau des collectes. Le montant moyen par collecte, lui, a augmenté. Donc ça, forcément, ça a des conséquences, notamment sur le placement moyen. Le montant moyen par collecte, il est passé de 689 000 € en 2019 à 857 000 € en 2020. Pourquoi? Il y a eu deux phénomènes qui expliquent cette augmentation. Tout d'abord, l'effet de la loi Pacte. Vous avez un plafond qui est monté à 8 millions d'euros maximum pour chaque collecte sur les plateformes. 20% des projets qui ont été proposés en 2020 recherchaient un montant supérieur à 2,5 millions d'euros. Donc, ça explique ce montant moyen. Et enfin, une réorientation des plateformes vers des opérateurs qui ont une taille plus conséquente que celle qu'il y avait les années précédentes. Et donc, plus que jamais, ces collectes sur les plateformes se sont orientées sur des grosses villes et donc des grosses régions qui sont l'Île-de-France, comme on l'a constaté juste avant, l'Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon et enfin la région PACA. Alors, on en vient à cette surprise, le nombre moyen d'investisseurs. Donc, c'est une baisse surprenante parce qu'elle est assez importante, même si on savait qu'il y aurait certainement une baisse par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année 2019. Donc, moins 59%. Il y a plusieurs explications. Évidemment, le contexte économique qu'on a vécu en 2020 qui est sans précédent. Les particuliers, on l'a vu dans pas mal d'articles de presse, vous avez certainement lu aussi, qui ont épargné plus de 50 milliards d'euros, plus que 50 milliards d'euros que les années précédentes, donc au détriment de l'investissement. Donc, il y a eu un phénomène qui s'est passé sur les plateformes, c'est qu'elles ont dû faire appel à des investisseurs plus expérimentés, parfois professionnels, pour boucler leur levée de fonds, et dans un contexte où, comme on l'a vu, les tailles de collecte étaient grandissantes. Donc, in fine, vous avez moins d'investisseurs, vous avez des investisseurs plus expérimentés, voire professionnels, qui s'orientent sur les plateformes. Donc, vous allez constater dans la slide d'après, vous allez forcément avoir un placement moyen dans ce placement type qui est forcément supérieur. Le petit point d'attention qu'on note sur ce nombre moyen d'investisseurs qui est en baisse et cette orientation que des plateformes ont prise vers des investisseurs plus qualifiés, on va dire plus professionnels, donc avec des montants beaucoup plus importants,
c'est qu'il peut y avoir une crainte, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il peut y avoir une crainte qu'il y ait un nombre de projets plus important qui soient financés en club deal hors plateforme. Voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on verra dans un an si cette crainte était juste une crainte, juste une hypothèse, ou si ça s'est confirmé. Donc, on en arrive évidemment au placement moyen. Donc, comme je vous le disais, vous avez un montant moyen souscrit par investisseur avec des collectes plus importantes et moins d'investisseurs qui est forcément beaucoup plus important. Vous voyez presque 200% par rapport à 2019. Un montant moyen souscrit qui est à 4 700 € quand il était à 1 500 €, presque 1 600 en 2019. Donc ça, on vient de le justifier, c'est évident. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la durée moyenne des placements, elle s'est stabilisée. Elle est à 21 mois contre 21,3 en 2019. Donc ça, c'est globalement considéré comme une bonne nouvelle pour la partie investisseur. En tout cas, ceux que j'ai au téléphone, généralement, qui veulent des durées de plus en plus courtes, devraient apprécier. Et enfin, un rendement annuel moyen cible qui, à l'inverse d'autres années, on s'aperçoit qu'il a stagné, voire un tout petit peu augmenté, puisqu'on est à 9,3% annuel contre 9,2% annuel en 2019. Donc, un petit rappel quand même sur cette rentabilité, hein, évidemment, parce qu'on a peut-être des gens qui nous rejoignent et qui n'investissent pas encore dans le crowdfunding immobilier. Il s'agit d'un rendement qui est net de frais, mais avant fiscalité, évidemment, la fiscalité étant la flat tax, la fiscalité mobilière qui s'applique. C'est globalement, en 2020, une très bonne nouvelle de voir que cette rentabilité se stabilise. Certains investisseurs s'inquiétaient il y a encore 2 ans ou même 18 mois que la rentabilité globale proposée par les plateformes sur des opérateurs baisse. Et on voit en fait après 2 ans que finalement elle s'est stabilisée autour de ce 9, on va dire 9%. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les plateformes et pour les investisseurs. Donc ça confirme l'attractivité de ce produit et c'est une très bonne nouvelle. Bon, voilà, on pourrait encore dire deux, trois choses dessus, mais je crois qu'on est un peu pressé par le temps, Déborah. Il nous reste 20 minutes pour les questions-réponses. J'aimerais juste rappeler que la performance du produit n'est pas impactée par des contraintes de gestion immobilière. Donc, c'est encore aussi un point fort aujourd'hui pour le crowdfunding immobilier par rapport aux investisseurs, comme un placement qui est résilient en 2020 et qui continuera à être résilient en 2021. Jérémy, je te repasse la parole pour la conclusion de ce webinaire et on passera, j'imagine, Déborah, aux questions juste après. Okay. Merci Pierre pour ces éclairages très intéressants. Tu as peut-être oublié juste la synthèse sur le projet type. Ton micro. Pardon, excusez-moi. Désolé, effectivement. Désolé, excuse-moi. Le projet type, oui, effectivement. Le projet type, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires de projet de 11 millions d'euros. Bon, vous vous en doutez au vu de la présentation qu'on vient de faire qui est située en Île-de-France. Le ticket moyen qui est à 4 900 €. Et enfin, financé par 177 investisseurs en moyenne par projet. Et un projet qui est évidemment du résidentiel d'environ 43 logements. D'accord ? Donc, ce projet type, il a évolué sur certaines données, notamment le chiffre d'affaires qui est un petit peu plus élevé que celui de l'année dernière, un ticket moyen qui est évidemment beaucoup plus important et un nombre d'investisseurs moins important, comme on l'a vu. Mais ça reste un projet type de résidentiel situé en Île-de-France avec un chiffre d'affaires autour de entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà, désolé pour cette slide. Voilà, Jérémy, je te repasse la parole. On va conclure assez rapidement pour plutôt essayer de répondre à vos questions qui sont nombreuses et légitimes. En conclusion, alors avant de faire une synthèse, donc quelques éléments marquants de l'année 2020, on a relevé 5 dates. La première, effectivement, c'est le mois de mars, mi-mars, crise du Covid-19, premier confinement, arrêt total des chantiers pendant 2 mois, très fort ralentissement de la collecte pendant mars-avril, qui a débouché ensuite sur un mois de juin qui
alors était historiquement le mois le plus significatif de l'histoire de la collecte, puisque la collecte était montée à 55 millions d'euros sur ce mois de juin. En juillet, donc, on a dépassé le milliard de collectes depuis le lancement du crowdfunding immobilier en France. Donc, un bel objectif atteint. Au mois de septembre, le premier projet de 8 millions d'euros sur une plateforme financée donc depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Et puis, au mois de décembre, deux éléments clés. Le mois qui, du coup, a dépassé le mois de juin en termes de mois où la collecte a été la plus importante, puisque elle a atteint sur le mois de décembre 78 millions d'euros. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a atteint 800 projets remboursés en crowdfunding immobilier depuis le début. Et donc, c'est arrivé à la toute fin de l'année dernière. Du coup, en conclusion, des éléments très encourageants. La croissance de la collecte a permis de dépasser le demi-milliard d'euros. On note toutefois donc une décélération de la croissance par rapport aux années précédentes en termes de croissance annuelle entre 2016 et 2019. Des sorties positives au même rythme que la croissance de la collecte entre 2016 et 2019. Donc, comme je vous le disais, l'impact de la crise sanitaire sur l'état des portefeuilles sera totalement mesuré entre 2021 et 2022. Et puis, comme le disait Pierre, une polarisation du marché du crowdfunding immobilier sur ses fondamentaux, tant sectoriels, sur le résidentiel, géographique, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et puis sur les plateformes avec effectivement 6 acteurs qui ont collecté plus de 30 millions d'euros en 2020. Une démocratisation qui, du coup, a été plus rapide côté opérateurs immobiliers. Je vous disais tout à l'heure, quasiment 800 opérateurs ont fait appel au crowdfunding en 5 ans, dont 300 nouveaux, rien que sur l'année 2020. Preuve que l'environnement peut être propice à la demande. J'y reviendrai juste après. Et une baisse donc du nombre moyen d'investisseurs par collecte, dont on ne se réjouit pas, puisque notre vocation, c'est de démocratiser au grand public ce produit, avec donc une baisse de 58%. Alors, pour terminer, quelques éléments de perspective sur l'année à venir. Une année où, effectivement, le contexte va demeurer incertain, tant d'un point de vue sanitaire. Est-ce qu'on sera éventuellement reconfiné? Quand est-ce que la vaccination aura atteint un stade qui permettra de retrouver une vie un peu normale et donc une activité économique totalement rétablie? On pense que cet environnement d'incertitude sera malgré tout propice à la demande en crowdfunding immobilier par les opérateurs pour les raisons que j'évoquais au démarrage, c'est-à-dire des opérations plus longues à sortir et des exigences de fonds propres supérieures par les banques. À notre sens, les leviers de croissance et de résilience du marché résideront d'abord dans la capacité des plateformes à continuer de sélectionner dans leur très très grande majorité des projets solides avec une attention qui sera portée notamment sur les niveaux de pré-commercialisation des opérations, sur les niveaux de marge au bilan et également d'un point de vue de la typologie sur les actifs qui sont le plus résilients, notamment sur la partie résidentielle. Et puis, savoir mobiliser le grand public, c'est ce que je vous disais dans la slide précédente, savoir mobiliser à la fois les investisseurs historiques en crowdfunding immobilier, mais également une nouvelle typologie d'investisseurs qui aujourd'hui n'osent pas forcément venir en crowdfunding immobilier parce que le rendement peut faire peur, entre guillemets, et donc peut être le signe d'un risque très élevé. C'est pourquoi nous avons, et là je prends plutôt ma casquette de président de financement participatif France, le projet collectif entre confrères, entre plateformes, de mettre en place un fonds de garantie dont la vocation serait d'attirer cette nouvelle population en proposant un produit dont le capital serait garanti en échange effectivement d'un rendement qui serait naturellement inférieur aux 9,3%, mais qui pourrait malgré tout être tout à fait intéressant, pertinent dans l'environnement de taux de placement actuel. Juste un point sur ce projet-là, c'est un projet que nous allons lancer dans les prochaines semaines. Nous avons déjà identifié la société qui va nous accompagner
dans la structuration de cette offre pérenne. Il y a aujourd'hui une dizaine d'acteurs qui ont accepté de mettre plusieurs milliers d'euros sur la table pour construire ensemble cette offre. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer cette offre d'ici la fin d'année 2021. On n'oublie pas effectivement donc l'impact des élections municipales sur la collecte qui, à notre sens, sera perceptible au second semestre 2021. Pour quelles raisons? Eh bien, c'est tout simplement lié aux PC qui n'ont pas été obtenus ou pas déposés entre le second semestre 2019 et l'année 2020. L'impact, il est que un stock d'opérations moindre sera a priori lancé par rapport aux années 2018 et 2019, et donc mécaniquement, a priori, un nombre d'opérations qui pourraient s'en retrouver impactées à la baisse à partir de la fin d'année. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'impact de la crise sanitaire sur les remboursements qui sera totalement, j'ai envie de vous dire, mesurable à partir de l'année 2022. On espère, dans cet environnement-là propice, que la collecte cumulée pourra dépasser les 2 milliards d'euros à fin 2021, c'est-à-dire concrètement enregistrer une collecte d'environ 780 millions d'euros, qui représenterait une croissance de 56% sur l'année 2021, pardon, qui serait à mi-chemin entre les 80% des années précédentes et les 35% de l'année 2020 Covid-19. Et puis, dernier grand enjeu pour la profession, c'est l'entrée en vigueur à venir de la réglementation européenne qui aura deux impacts forts. Tout d'abord, une baisse du plafond de collecte. La loi Pacte l'a monté à 8 millions. Il y aurait un recul généré par cette entrée en vigueur de réglementation européenne qui le ferait baisser à 5 millions, et l'arrivée d'acteurs européens en France, puisque le marché du crowdfunding immobilier va devenir un marché commun entre 27 pays qui permettra à des acteurs français de proposer des projets à l'international, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les 26 autres pays de l'Union européenne, et puis à l'inverse, l'arrivée d'acteurs internationaux sur le sol français. J'y reviendrai peut-être dans vos questions. Je pense enfin que le grand enjeu aujourd'hui qui a été plutôt loupé par les plateformes de crowdfunding immobilier concerne ce qui a trait à la RSE, tant à la fois sur le financement de projets à vocation totalement green, environnementale, que de projets à vocation davantage sociétale. J'y reviendrai, mais en tout cas pour Fundimo, la priorité également cette année est d'apporter une teinte RSE à la fois dans les projets qu'on vous proposera que dans certains que dans une stratégie de diversification de produits pour laquelle j'espère vous apporter des éléments concrets dans les prochaines semaines. Pour l'instant, je laisse un peu de suspense par rapport à cette diversification qui devrait arriver en 2021. Voilà. Merci à tous. J'espère qu'on a quand même répondu à bon nombre de questions déjà avec ces éléments. Je vois que, et Déborah voit que vous avez posé énormément de questions. Donc, on va tenter de répondre à bon nombre d'entre elles. On va, pour ainsi dire, on ne va pas se cacher. Il y a des éléments qui doivent vous être portés à connaissance. Et l'idée, c'est d'être effectivement le plus transparent possible. Déborah, du coup, je te laisse reprendre la main. Merci à tous. Effectivement, vous nous avez posé beaucoup de questions. Donc, on a essayé de faire le tri avec Anthony pour, effectivement, en fonction des votes, reprendre celles qui étaient les plus demandées. Et puis, on en a aussi récupéré quelques-unes dans le chat. Donc, on va faire au mieux dans le temps qui nous reste, à savoir assez court. Pierre, Jérémy, j'espère que vous êtes prêts. Voilà les premières questions pour vous. La toute première question, donc qui a recensé le plus de votes, est la suivante. Pouvez-vous nous indiquer combien de projets sont en difficulté car le taux de défaut ne fait pas tout apparaître et contractuellement, certains projets ne sont pas en retard de remboursement encore. Est-ce que vous avez une réponse? Et peut-être juste avant que vous commenciez, nous avons eu un complément à cette question. Donc, en poursuivant cette question, il y a effectivement un gros problème de transparence avec des retards qui ne sont pas identifiés.
Comment régler ce point fondamental avec des promoteurs qui utilisent de nombreuses plateformes? Alors, bon, Pierre, si tu me permets, je vais prendre la réponse. Sur le nombre de projets aujourd'hui qu'on identifie comme en difficulté, il y a une grille de… Il y a, dans le cadre de Financement Participatif France, vous devez certainement le savoir, toutes les plateformes membres doivent afficher des indicateurs de performance actualisés au minimum une fois par mois. Pour être tout à fait transparent, il y a un an, il y avait un nombre trop grand, malheureusement, de plateformes qui ne mettaient pas suffisamment à jour ces indicateurs. Nous avons mis en place en 2020 une seconde version de ces indicateurs. Et force est de constater que, globalement, plus de plateformes aujourd'hui jouent le jeu, et ça, on s'en réjouit, dont les plateformes de référence, qui tiennent maintenant à jour leurs indicateurs. Dans ces indicateurs, il y a trois stades d'identification de la vie de projet, une fois qu'on a dépassé la date d'échéance. Il y a le projet de plus de 6 mois, le projet en prorogation contractuelle de moins de 6 mois, le projet en retard de plus de 6 mois, qui n'est pas une prorogation contractuelle ici, et le projet en défaut. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui 102 projets identifiés qui sont en prorogation contractuelle. Il y a 126 projets qui sont en retard de plus de 6 mois et qui peuvent, pour certains, déboucher sur un défaut. Donc, il y a aujourd'hui, très précisément, 228 projets identifiés comme étant en difficulté. 228 projets sur 1830 projets, ça correspond à 12 à 13% des projets aujourd'hui qui sont en retard, versus un taux de retard agrégé moins de 6 mois et plus de 6 mois de 11%. Donc, ces projets-là sont identifiés, on ne s'en cache pas. Les plateformes, et c'est toujours le conseil qu'on donne, une plateforme qui tient à jour ses indicateurs de performance doit vous donner la transparence sur l'état de son portefeuille. Concernant les projets de promoteurs qui ne seraient pas identifiés comme étant en retard, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où la date d'échéance est dépassée et que la plateforme a communiqué ou non, c'est un projet qui, par définition, est en difficulté. Donc, plus la plateforme est transparente sur l'avancée de l'opération, plus c'est de nature à vous rassurer. Maintenant, il y a quelques éléments clés que j'ai quand même envie de porter à vos connaissances sur ce que certains d'entre vous peuvent identifier comme un manque de transparence sur des retards promoteurs. Il se trouve que la crise du Covid a eu un impact sur un certain nombre de bouclages, de livraisons d'opérations qui sont liés tout simplement à des délais incompressibles de certaines formalités. Chez Fundimo, par exemple, aujourd'hui, nous avons des projets qui sont en prorogation contractuelle. Il y a 7 projets qui sont en prorogation parce que la crise du Covid a fait que les chantiers se sont arrêtés, que la commercialisation était un peu plus longue et dont on sait que le promoteur, à l'issue des 6 mois, va rembourser. Il y a 3 projets pour lesquels, aujourd'hui, vous nous interrogez souvent pourquoi on ne vous donne pas plus d'informations de manière fréquente. La première raison clé, elle est que sur ces projets-là, nous sommes la plupart du temps tributaires de délais incompressibles qui ne tiennent parfois pas même au promoteur. Je vous prends l'exemple d'un projet qui est aujourd'hui en phase de signature chez le notaire, pour lequel le promoteur a attendu pendant 2 mois et demi que sa banque lui délivre le crédit bancaire, puis donne son go au notaire pour débloquer les fonds. Ça, effectivement, ce sont des aléas que nous ne maîtrisons pas toujours, que le promoteur lui-même ne maîtrise pas toujours, mais que nous continuons de suivre et donc pour lequel nous ne pouvons pas vous donner d'informations toutes les semaines. Donc, ce que je veux vous signifier là, c'est que dans leur grande majorité, les promoteurs jouent le jeu. Ils ont affaire effectivement à un contexte qui n'est pas simple.
il peut y avoir ici ou là des promoteurs qui ne sont pas transparents ou sont plutôt des maîtres du contentieux. On n'en a pas forcément chez Fundimo, mais dans la très grande majorité, les promoteurs jouent le jeu. Le fait que certains aient remboursé par anticipation un certain nombre de projets fin 2020 montre que beaucoup de promoteurs tiennent aussi à leur image. Se faire financer en crowdfunding immobilier, aujourd'hui, c'est mettre en avant son image, mettre en avant ses projets, mettre en avant éventuellement, se mettre en avant par rapport au réseau bancaire. Et donc, planter une plateforme de crowdfunding, ça atteint non seulement effectivement l'image de la profession, mais ça atteint aussi l'image des promoteurs. Et en tout cas, je ne vais pas parler au nom de tous les clients de toutes les plateformes, mais en tout cas, chez Fundimo, nos clients sont pleinement conscients de ça. Et on n'a pas aujourd'hui un seul promoteur qui ne veut pas rembourser et qui entre dans une démarche frontale de planter les investisseurs. Merci Jérémy. Super. Question suivante, on va essayer d'accélérer un petit peu, sinon on va dépasser. Donc je passe directement à la suivante. Peut-on imaginer un ticket d'entrée moindre ou est-ce un consensus dans le secteur du crowdfunding immobilier? Et si oui, pourquoi? Alors, c'est une question qui revient fréquemment. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'y répondre. Effectivement, les 1 000 € se sont imposés assez automatiquement comme une pratique de marché. Pour être tout à fait transparent, les deux premières opérations de chez Fundimo, on les avait proposées avec un ticket d'entrée à 500 €. On s'était rendu compte que sur les 60 investisseurs qui nous avaient rejoints sur ces deux opérations, seule une personne avait investi 500 € et qu'on était déjà au-delà du ticket moyen, du ticket d'entrée, pardon, au-delà de 2 000 €. Donc, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait une volonté collective de faire bouger les lignes. Je sais que certains acteurs démarrent leur ticket de souscription à 100 €, quand d'autres sont plutôt à 2 000 €. C'est une pratique de marché qui, à mon sens, ne sera pas remise en question pour deux raisons majeures. D'abord, en termes de gestion des investisseurs. On le voit bien aujourd'hui, les investisseurs nous posent de plus en plus de questions sur les projets en cours. Donc, on préfère être capable d'apporter le plus de réponses possible à un nombre d'investisseurs non pas restreints, mais que nous savons garder sous contrôle. Et puis la deuxième, c'est aussi une question d'arbitrage, permettre à nos investisseurs de toucher un rendement et donc des gains qui sont un minimum significatifs et qui leur permettent de gagner de l'argent en investissant 1 000 € sur du court terme. Merci Jérémy. Je vous propose de prendre encore 2 questions et puis ensuite, avec Anthony, ce qu'on vous propose de faire, c'est pour toutes les questions qui n'auront pas été répondues, on est navré, c'est toujours très frustrant de ne pas avoir le temps, mais de nous les adresser directement à l'adresse investisseur@fundimo.com et nous prendrons le temps évidemment de vous répondre. Donc n'hésitez pas à le faire. On essaiera aussi de recenser celles qui ont collecter le plus de votes et puis de vous répondre dans les prochains jours. Question suivante, celle sur les assurances. Allez-vous mettre des assurances pour sécuriser nos investissements quitte à rogner sur les rendements? Tu veux répondre, Jérémy, ou je réponds? Alors, sur l'assurance, j'ai apporté quelques éléments de réponse, donc je vais être bref. Donc, nous travaillons sur un projet de fonds de garantie qui va permettre d'offrir un produit en termes de risque qui offre des caractéristiques encore plus maîtrisées. Donc, l'idée, c'est de proposer demain un produit dont le capital serait garanti avec un rendement avec un rendement qui pourrait davantage tourner autour de 5 à 6% versus 9% aujourd'hui, tout en gardant les caractéristiques propres du produit, à savoir rendement court terme, accessible à partir de quelques centaines d'euros et opération par opération.
comme je le disais, aujourd'hui, on est vraiment sur la construction de cette offre. On espère vraiment vous détailler, dans le cadre de Financement Participatif France, une structuration au cours du second trimestre 21, pardon, second trimestre 2021. Merci Jérémy. Question suivante, je suis navrée, je vois vos questions sur le chat, je suis tentée du coup de les poser directement à Jérémy et à Pierre. On va continuer au moins pour une avec celle que nous avons ici. La crise du Covid va se faire sentir surtout à partir de fin 2021. Êtes-vous encore plus prudent et vigilant dans l'analyse des dossiers en tenant compte de l'exposition du risque Covid sur le promoteur ? Alors, le Covid, effectivement, nous invite à, évidemment, plus de vigilance. Il y a 3 critères sur lesquels on a encore renforcé notre vigilance depuis le mois de mai-juin 2020. C'est le niveau de précommercialisation, d'abord. Un niveau de précommercialisation qui n'est pas simplement le fait de Fundimo, de la stratégie de sélection de Fundimo, mais qui est également calqué sur les exigences bancaires. On a vu ces derniers mois que les banques étaient plus exigeantes en termes de niveau de précommercialisation avant le lancement de leurs opérations par les promoteurs. On est passé d'un stade où à 40%, beaucoup de banques y allaient, à aujourd'hui davantage supérieur à 50%. Donc, c'est un critère très important. Ce critère sera d'autant plus important en ce qui concerne l'immobilier professionnel, puisque un taux de prélocation, un niveau de signature de BFA avant le lancement de l'opération, a priori, réduira le risque de ne pas vendre l'opération à un investisseur et donc réduira le risque de se retrouver sur une opération en blanc le plus tardivement possible à l'approche de la date de remboursement des investisseurs. Donc, le niveau de précommercialisation est vraiment le critère numéro 1. Le critère numéro 2, c'est plus globalement la situation financière des promoteurs. Les bilans 2020 vont maintenant être clôturés. Donc, on va pouvoir commencer à sentir à la lecture des états financiers les promoteurs qui s'en sortent bien et ceux qui sont un peu plus en difficulté. La coopération entre les plateformes sur les suivis d'encours promoteurs a également progressé, ce qui nous permet davantage d'avoir le contrôle sur ce que certains promoteurs peuvent collecter chez nos confrères. Et tous ces éléments-là feront que nous serons davantage vigilants à la fois sur la sortie 2020 en termes d'état financier et sur l'exposition effective des promoteurs au crowdfunding immobilier. Et puis, le troisième axe, c'est sur la maîtrise du marché sur lequel opèrent les promoteurs. Comme je vous le disais, 2020 a rebattu un peu les cartes, tant parce que les municipales empêchent aujourd'hui certains opérateurs de bien travailler sur leur périmètre, que ce soit à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg. Et donc, certains sont tentés aujourd'hui de se positionner sur nouvelles régions, sur de nouveaux périmètres. Et là, il faut que nous soyons sûrs, au moment où nous analysons les opérations, que le promoteur maîtrise à la fois le marché local en termes de précommercialisation, en termes de prix, évidemment, de sortie de l'opération, mais aussi en termes de coûts de travaux. Les coûts de travaux, vous le savez certainement, peuvent différer d'une région à l'autre. Et un promoteur qui sous-estime, sous-évalue le coût de construction parce que ça se fait comme ça chez lui, alors que dans la région où l'opération va se réaliser, on peut avoir des écarts qui peuvent aller de 10 à 20%, ce sont des éléments qui peuvent mettre en péril l'opération. Donc voilà, donc ce sont ces éléments qui devraient nous permettre, si on les renforce, effectivement, de réduire l'impact de la crise sur la performance des portefeuilles fin 2021, fin 2022 et 2023. Merci Jérémy. Question suivante. Bonjour, prévoyez-vous un partenariat avec un courtier pour loger des titres dans un PEA-PME à des conditions commerciales intéressantes? Pierre, c'est pour toi. Jérémy, je vais répondre.
Alors, je vais me permettre de répondre à deux questions en une, parce que j'ai vu des questions passer sur le PEA-PME, justement. Je vous confirme que les titres de crowdfunding immobilier sont aujourd'hui éligibles à l'inscription sur des PEA-PME. Et c'est une façon, effectivement, de ne pas être taxé à la source par la flat tax, puisque vous investissez via cette enveloppe. Concernant la question que Déborah vient de poser, est-ce qu'on envisage un partenariat avec un courtier ou plutôt directement avec une banque? Mais effectivement, on l'envisage. On est en recherche d'un partenaire bancaire depuis quelques mois, effectivement, pour pouvoir loger directement ces titres à des frais moins conséquents que ce qui peut se trouver sur le marché. Mais je vous confirme également que certaines banques aujourd'hui, on travaille déjà avec elles sur l'inscription des titres de crowdfunding immobilier sur des PEA, PME, et ça a l'air de très bien fonctionner. Et visiblement, certains investisseurs ont l'air satisfaits en fait de leur banque à ce niveau-là. J'ai pas le droit évidemment de citer les banques ici parce que je suis pas censé faire de la pub pour ces organismes, mais n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte investisseur@fundimo.com et on vous expliquera en détail le process pour pouvoir souscrire par ce biais. Et évidemment, dès qu'on aura généré un partenariat avec un partenaire bancaire, on vous en tiendra informé. Déborah, pour moi, je pense avoir répondu à la question. J'espère que j'ai répondu, je ne sais pas de qui, mais j'espère lui avoir apporté les éléments de réponse. Question suivante. Donc, merci beaucoup, Pierre. La question suivante est celle-ci. Pardonnez-moi. Pouvez-vous nous parler de votre nouvel actionnaire, le groupe Atland, à hauteur de 60%? Quelles sont les perspectives? Jérémy, plutôt non? Je vais prendre la question. Alors, vous parlez d'Atland. Donc, c'est un opérateur immobilier global qui a une activité à la fois de SCPI à travers sa société de gestion Voisin, et sa SCPI phare Épargne Pierre, qui s'est imposée en quelques années comme une SCPI de référence sur le marché. Qui a une activité de foncière, qui a une activité de promoteur, tout ça dans un environnement, vous vous doutez bien, très réglementé, donc où les activités sont totalement cloisonnées. Pour preuve, nous ne partageons pas nos bureaux avec Atland aujourd'hui. Fundimo est restée indépendante avec, à son capital, toujours ses deux fondateurs historiques, donc mon associé Stéphane Bonbon et moi-même, et certains actionnaires historiques qui sont également restés au capital de Fundimo, dont par ailleurs certains membres de notre comité consultatif. Qu'est-ce que nous amène Atland? J'ai envie de vous dire, l'association nous amène trois choses. Alors, elle ne nous amène en aucun cas des projets, puisque Atland n'a pas vocation à financer ses projets sur la plateforme. Comme je vous l'ai dit, c'est totalement cloisonné. L'association nous amène trois forces, j'ai envie de vous dire. D'abord, une consolidation de notre capacité financière. Le business model de Fundimo était éprouvé avant l'entrée au capital d'Atland, mais l'entrée au capital a permis notamment en 2020 de faire d'excellents recrutements, dont Déborah, que la plupart ont appris à connaître ce soir, de mettre en place une équipe technique, j'ai envie de vous dire, à la pointe. Vous avez certainement pu voir la nouvelle plateforme déployée au mois d'octobre qui a reçu un bel accueil et qui, effectivement, va devoir continuer d'être enrichie au cours de l'année. Donc ça, c'est le premier apport conséquent. Le deuxième, c'est une visibilité sur le marché immobilier. Quand je vous dis visibilité, ce n'est pas tant auprès du marché immobilier, des promoteurs ou des foncières, mais surtout auprès des institutionnels de l'immobilier. Car notre stratégie demain, c'est de proposer des produits qui vous permettront à vous, investisseurs particuliers, d'investir dans des produits structurés par des institutionnels de la place dont la vocation est une spécialisation en immobilier. J'en dis pas plus pour l'instant, les bonnes nouvelles devraient arriver dans les semaines à venir, mais donc cette visibilité, cette crédibilité nous donne, que nous apporte Atland, nous permet d'aller plus vite et d'être référencé aux côtés des institutionnels de la place. Et puis, troisième élément clé dans cette
dans cette association, c'est l'histoire humaine en quelque sorte. C'est l'idée que on travaille en confiance, en étant sérieux sans se prendre au sérieux. C'est donc une leçon de vie en quelque sorte à travers cette nouvelle expérience. Aujourd'hui, l'association se passe très bien. On tire vraiment dans le même sens. Les équipes sont totalement dévouées au quotidien chez Fundimo, ont bien compris à la fois la stratégie dans les années à venir, ont bien compris également un niveau d'exigence à la fois de notre comité et par le management et la direction de Fundimo. Et aujourd'hui, c'est une association qui est partie pour être très constructive et sur le long terme. L'idée phare, effectivement, c'est qu'il y a une implication à la fois des dirigeants historiques et d'Atlante sur le long terme. Et donc, l'idée, c'est que vous ne venez pas sur Fundimo parce que c'est une start-up dont les fondateurs sont là pour faire un coup ou parce que Atlante est là pour faire un coup financier. C'est vraiment pas le sens de l'histoire et ça a vraiment vocation à le rester. Ça, ce que je vous expliquais vraiment a vocation vraiment à rester comme tel voilà, à moyen et long terme. Et personnellement, je n'ai pas vocation à quitter Fundimo dans l'année ou les 2 ans à venir. Merci Jérémy, merci Pierre pour ces réponses. Je pense qu'il est temps pour nous de clore cet événement. C'est un véritable plaisir de vous avoir tous, de constater votre engagement. Merci d'être à nos côtés, même à distance. C'est une belle reconnaissance pour nous. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous contacter à investisseurs@fundimo.com si vous avez des questions. Nous reviendrons vers vous au plus vite pour y répondre. Et nous allons vous envoyer à l'issue de cet événement le replay pour que vous puissiez évidemment retrouver des informations éventuellement. Un très grand merci à tous. On vous souhaite une très belle soirée et on espère vous proposer très bientôt un nouveau format comme celui-ci. Nous enverrons des invitations. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.